Bon, bah donc la question que je vais commencer à poser, c'est un peu comment, à la fin du XVIIIe siècle, l'Empire britannique, le plus riche au monde, s'étendant sur tous les continents et possédant une armée professionnelle très bien entraînée, a-t-il pu être battu dans une région qu'il contrôlait depuis un siècle et demi par une population américaine 4 fois plus faible que celle de la Grande-Bretagne et n'ayant que des milices pour se défendre. Parce que sur le papier et dans la tête des dirigeants de l'Empire, l'armée britannique ne pouvait qu'imposer sa loi. Mais finalement, la mobilisation révolutionnaire de la population américaine, eh bien, elle en a décidé autrement. Alors, en 1763, l'Empire britannique, il était sorti vainqueur de la guerre de 7 ans contre la France et l'Espagne. Il avait réaffirmé sa suprématie en prenant des territoires et des colonies à ses puissances concurrentes en Asie, en Afrique, en Europe et surtout en Amérique du Nord. La France, qui était plus faible que la Grande-Bretagne, s'était alliée avec des tribus indiennes et les avait utilisées contre les troupes britanniques qui, elles, avaient mobilisé des milices coloniales. À l'intérieur d'un conflit pour la prédominance commerciale entre deux grandes puissances, s'était déroulée une guerre entre les Indiens et les colons, pour les terres du versant ouest des Appalaches, constituant une partie du bassin du Mississippi. La guerre avait d'ailleurs démarré dans l'actuel État de l'Ohio, dont les terres étaient convoitées par les riches virginiens, soit pour eux-mêmes, soit pour les vendre à des immigrants. Et les milices de Virginie, elles étaient dirigées par un jeune officier, un propriétaire d'esclaves, George Washington. Alors le conflit s'était soldé par la victoire de l'Empire britannique, avec un agrandissement considérable de ses possessions en Amérique du Nord, mais aussi un agrandissement considérable de son endettement, sans pour autant apporter la paix. Les Indiens Ottawa, mécontents du contrôle des Grands Lacs par les forts britanniques, se soulevèrent dès la paix signée. Avec leur chef Pontiac, ils détruisirent des forts et tuèrent 2000 colons qui s'étaient aventurés dans les terres nouvellement conquises sur la France. Les Britanniques finirent par écraser les Ottawa, mais se virent obligés de rester sur place avec le double du nombre de troupes d'occupation par rapport à avant la guerre. L'Empire avait surtout gagné des dettes et des dépenses militaires considérables. Il songeait à les faire payer aux colonies comme prix de leur protection par son armée d'occupation. Un empire qui veut faire payer sa domination militaire par ses vassaux, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans l'actualité récente de ces derniers mois, mais c'était déjà le problème à l'époque. Alors d'autant plus que le mécontentement social grandissait en Grande-Bretagne, où le monopole politique de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie laissait de côté la majorité de la population. Et de nouveaux impôts semblaient plus faciles à imposer aux lointains colons d'Amérique qu'au faubourg de Londres, prompt à l'émeute. La population coloniale avait doublé entre 1750 et 1770, passant de 1 à 2 millions de personnes. C'était un élan général vers de nouvelles terres, d'autant plus que celles cultivées depuis plus d'un siècle sur la côte commençaient à s'épuiser et à être moins productives. Une part croissante de la population s'établissait loin des gouverneurs royaux. Elle s'administrait elle-même et se plaignait d'être sous-représentée. Ainsi, l'Assemblée coloniale de Caroline du Nord était dominée par les riches notables de la côte, alors que la population s'était multipliée par 6 en 25 ans et largement dispersée vers l'ouest. Des rébellions éclataient. De plus en plus de familles se désaffiliaient de l'église anglicane pour adhérer aux nouvelles sectes protestantes baptistes ou méthodistes, comme en Virginie, pour contester la domination de la mince aristocratie des grands planteurs. La société d'Amérique du Nord était en plein bouleversement accéléré. Les prémices de la révolution industrielle étaient déjà perceptibles en Grande-Bretagne vers 1750 avec une croissance économique appréciable. Et en miroir, le commerce avec l'Amérique du Nord grandissait, absorbant un quart des exportations britanniques. De l'autre côté, les exportations de denrées agricoles américaines vers l'Europe augmentaient également. Les ports américains grossissaient rapidement à l'image de Baltimore. Même si l'immense majorité des colons étaient occupés à l'agriculture, cet enrichissement développait l'artisanat, la manufacture, la construction navale notamment. Une bourgeoisie, essentiellement marchande, se développait. Le commerce grandissait, de nouvelles routes étaient construites. Benjamin Franklin de Philadelphie, qui avait la charge de la poste royale,
établit une liaison hebdomadaire avec Boston au nord au bénéfice des relations commerciales entre les différentes colonies. Franklin devint le représentant de plusieurs colonies d'Amérique auprès du gouvernement royal de Londres. Ce décollage économique s'accompagnait aussi des maux du capitalisme naissant. À Philadelphie, le nombre de pauvres a été multiplié par 8 en 20 ans. Pour Londres, il était nécessaire d'interdire la colonisation des vastes terres entre les Appalaches et le Mississippi. Il s'agissait d'éviter de provoquer les Indiens dans des révoltes qui étaient difficiles à contenir dans ces vastes espaces très éloignés de l'Europe. Il s'agissait aussi de stabiliser la population près des centres de pouvoir de la côte et, si possible, d'orienter les colons vers le Québec au nord pour y diminuer l'influence française ou vers la Floride au sud, prise à l'Espagne. Or, bien des colons, au contraire, ils voulaient aller à l'ouest pour avoir des terres que les spéculateurs, c'est-à-dire les notables, voulaient leur vendre. D'autres colons, déjà installés au-delà de la limite fixée par Londres, devaient en théorie déguerpir vers l'est. Ça faisait beaucoup de mécontents de la politique du gouvernement royal. Et c'est ce conflit entre les besoins matériels générés par le développement des colonies et la volonté de Londres de restreindre ce développement et de faire de ces colonies une source de taxes pour limiter l'endettement de l'État britannique, qui va avoir comme conséquence une opposition politique de plus en plus marquée. Alors en 1764, le Parlement de Londres vote le Sugar Act, qui renforce le contrôle britannique et de la marine notamment sur les exportations américaines obligées de passer par la Grande-Bretagne. La contrebande qui en finalement résulte est réprimée plus sévèrement. Les colonies rédigent ensemble une pétition envoyée à Londres pour protester contre le Sugar Act. En retour, le Parlement de Londres vote l'année suivante le Stamp Act, qui instaure des taxes sur tous les documents légaux dans les colonies. Et ces taxes devaient être payées en livres sterling, pas en papier-monnaie qui se développait dans les colonies, mais que Londres combattait, freinant ainsi le développement économique. Patrick Henry déclare que les Virginiens n'ont pas à obéir aux lois votées, plus exactement, n'ont à obéir qu'aux lois votées par leur propre assemblée. L'assemblée de la petite colonie de Rhode Island déclare que le Stamp Act est illégal sur son territoire. Puis les délégués de 9 colonies tiennent un congrès à New York, suppliant l'auguste Parlement de Grande-Bretagne de revenir sur cette loi. Dans les assemblées coloniales, l'idée qu'elles devaient pouvoir décider de lois fiscales et non le Parlement de Londres, où l'Amérique n'avait pas de représentants, fait son chemin. Cette opposition a son mot d'ordre, pas d'impôt sans représentation, sinon c'est la tyrannie. À Londres, un des partisans du gouvernement britannique expliquait que la population des colonies ne pouvait certes pas, vu la distance, être représentée au Parlement de Londres, mais qu'elle devait quand même se soumettre à ses décisions fiscales, tout comme, disait-il, les 9/10 des habitants de Grande-Bretagne, qui n'avaient pas non plus leur mot à dire lors des élections sur place. Et en effet, à cette époque, seuls 15% des hommes britanniques avaient le droit de voter. Bon, les femmes, on n'en parlait même pas. Alors cette argumentation avait pourtant bien peu de chances de convaincre les Américains, qui cherchaient de plus en plus à changer le pouvoir politique, plutôt que de justifier ces injustices par esprit conservateur. Mais ce n'est pas l'opposition des élus qui va venir à bout du Stamp Act. Le 14 août 1765, à Boston, une foule détruit la maison du fonctionnaire royal chargé d'appliquer le Stamp Act au Massachusetts. Le groupe radical des Fils de la Liberté est rentré en scène. Le lendemain, ce fonctionnaire promet de ne pas appliquer la loi. Et en quelques semaines, tout ce que les villes et bourgs de cette colonie abritaient comme organisations locales, d'artisans, de boutiquiers, de pompiers, de milices, de sociétés d'assistance mutuelle, quelles qu'elles soient, d'églises, se réunissent, rassemblant une frange importante de la population. Elles prennent des résolutions menaçant les autorités royales, brûlent des effigies des officiels royaux et obtiennent la non-application du Stamp Act. Sous l'impulsion de Mercy Otis Warren, des comités se créent dans toute la Nouvelle-Angleterre pour correspondre avec les révolutionnaires de Boston et allier un sulfe des idées démocratiques. En février 1766, le gouvernement britannique annule le Stamp Act, tout en faisant voter au Parlement une déclaration qui réaffirme son droit de légiférer dans les colonies. Et à la place, il instaure des droits de douane plus élevés sur une série de biens importés en Amérique. L'Empire a besoin d'être financé. L'armée britannique évacue l'Ouest
pour les villes de la côte. Et la population est obligée de loger des soldats qui la surveillent et peut-être demain vont la réprimer. Les marchands de Boston boycottent les importations britanniques, qui sont réduites d'un tiers, ce qui donne un coup de fouet aux ateliers textiles de Nouvelle-Angleterre. En 1768, le gouverneur royal dissout l'Assemblée du Massachusetts, qui votait obstinément contre l'application des droits de douane de Londres. Samuel Adams, fils d'un homme d'affaires, inspire la résistance lorsqu'en juin 1768, la marine britannique saisit le bateau d'un riche marchand qui faisait de la contrebande pour éviter les douanes. Des troupes supplémentaires sont envoyées à Boston. 4000 soldats sont cantonnés parmi les 16 000 bostoniens. En mars 1770, des soldats tirent sur une foule qui se réunit devant les bureaux de la douane et les harcèlent. 5 bostoniens sont tués, dont un noir. L'indignation contre ce massacre de Boston amène 10 000 personnes aux funérailles des victimes dans une ville qui compte 16 000 habitants. Dans les 250 comités de correspondance qui parsèment le Massachusetts, on fustige les abus de pouvoir des autorités royales et on commence à discuter d'indépendance et de patriotisme américain. Londres supprime alors les droits de douane, qui de toute façon rapportaient moins que le coût de l'armée coloniale nécessaire pour les faire appliquer, ou tenter de les faire appliquer, mais il les conserve quand même sur le thé. Londres veut ainsi sauver la Compagnie des Indes orientales de la faillite en lui octroyant le monopole de la vente de thé dans les colonies. Et au Massachusetts, à l'exception de la famille du gouverneur qui avait obtenu un passe-droit pour commercialiser le thé, les marchands de Boston sont exclus de ce commerce. Ils se rebellent, empêchent les navires de la compagnie d'accoster ou de décharger leurs marchandises. Et le 16 décembre 1773, un groupe déguisé en indien investit un navire dans le port de Boston et jette l'importante cargaison de thé à l'eau. C'est la Boston Tea Party. La crise politique est là. À Londres, le Premier ministre déclare au Parlement « Il nous faut rétablir notre autorité ou la perdre totalement ». Un général est nommé gouverneur du Massachusetts. Le port de Boston est fermé, les réunions soumises à contrôle. La dictature militaire est instaurée au Massachusetts. Du moins officiellement, car des couches de plus en plus larges de la population se mobilisent au nez et à la barbe des officiers britanniques. Des meetings de quelques dizaines jusqu'à quelques milliers de patriotes, comme ils commencent à s'appeler, se tiennent. On s'organise pour faire taire les ennemis du peuple, c'est-à-dire les loyalistes à la couronne, et pour mettre sur pied des milices afin de résister à la tyrannie. Les fonctionnaires royaux voient leur pouvoir glisser entre leurs mains à mesure que de nouvelles structures politiques émanent de la population mobilisée et se construisent. À Philadelphie, les radicaux exigent que 7 artisans et 6 Allemands émigrés récents soient intégrés au comité révolutionnaire de la ville. Dans la colonie de Géorgie, le gouverneur royal se plaint de ce que le comité qui contrôle le port de Savannah est composé, je cite, de gens les plus bas, menuisiers, cordonniers, forgerons, etc., et avec un juif à leur tête. Il devient nécessaire pour les classes riches des colonies, les bourgeois au nord, les propriétaires de terres et d'esclaves au sud, que cette colère soit dirigée uniquement contre la Grande-Bretagne, car leurs privilèges pouvaient aussi être remis en cause par ces hommes nouveaux, issus du peuple, et qui émergent à la tête d'un bouillonnement annonçant une révolution. Pour enrayer cette évolution, l'armée britannique se concentre à Boston, le centre de la rébellion. Mais son autorité ne va pas plus loin que la portée des canons de leurs navires ancrés dans le port. Au matin du 19 avril 1775, les généraux britanniques lancent 700 soldats vers Concorde, à 25 km à l'ouest de Boston, où ils soupçonnent les milices d'entreposer de la poudre. Mais la veille, des patriotes de Boston qui espionnent les officiers ont eu connaissance de la mobilisation des troupes. Des cavaliers, dont Paul Revere, partent dans la nuit pour réveiller et prévenir tous les villages et bourgades des alentours de Boston. Lorsqu'elles arrivent à Lexington, à mi-chemin de Concorde, les troupes britanniques écartent brutalement la milice locale en faisant 8 morts et 10 blessés, les premiers de la guerre. Mais lorsque les Britanniques arrivent quelques heures plus tard à Concorde, ils se retrouvent face à des milices rassemblées en hâte, les Minutemen, comme ils s'appellent, ces hommes des comités qui se sont engagés à prendre les armes dans la minute dès que l'alarme sonnerait. Les Britanniques sont obligés de faire demi-tour. Le retour vers Boston est meurtrier, car les miliciens leur tirent dessus tout le long de la route. À la fin de la journée,
les miliciens ont perdu une centaine d'hommes, mais les Britanniques le doublent. De toute la Nouvelle-Angleterre, des milices s'arment et affluent vers Boston, où les 7000 hommes de l'armée britannique sont encerclés par le double de miliciens. 2 mois plus tard, méprisant ceux qu'ils appellent les campagnards, les généraux britanniques envoient 3000 soldats pour briser le siège en prenant d'assaut une colline fortifiée par les milices juste à la sortie de Boston. Toute la journée, les meilleures troupes professionnelles et entraînées de l'Empire britannique se heurtent à des miliciens motivés qui finissent par céder le terrain au prix de 450 victimes. Mais l'armée britannique a perdu le double de soldats, comme prix de cette victoire à Bunker Hill. Le siège de Boston n'est pas brisé et la guerre sera longue. Le Congrès continental se réunit dans la foulée à Philadelphie. Ces délégués, qui viennent de toutes les colonies, marchands, bourgeois, propriétaires d'esclaves, avocats, notables, sont hésitants devant la révolution qui s'affirme. Ils veulent en majorité se réconcilier avec le pouvoir royal. Leur seule décision est de prendre le contrôle des milices rassemblées autour de Boston, rebaptisées Armée continentale, et qui n'avaient pas attendu le Congrès pour entamer la lutte. Le Virginien, propriétaire d'esclaves George Washington, est nommé général de cette armée, avec l'objectif de commander aux milices populaires et de les discipliner. Washington partage le mépris des officiers britanniques pour les miliciens de la Nouvelle-Angleterre, excessivement sales et sournois, dit-il. Et il fustige ces gens de basse caste d'une stupidité incroyable. Mais il est obligé de faire avec. Et par contre, Washington ne veut pas de Noirs comme soldats, bien qu'un certain nombre aient prouvé leur bravoure. Ce n'est que plus tard, devant la nécessité de recruter des troupes, que Washington va basculer en faveur de l'incorporation de Noirs libres, mais pas question d'armer les esclaves. L'armée britannique, elle, va en profiter pour recruter des esclaves, leur promettant l'émancipation. Les grands esclavagistes du Sud vont en tirer la conclusion que la présence de l'armée britannique est un danger pour leurs intérêts et pour l'esclavage, et qu'il faut s'allier aux marchands du Nord pour expulser les Britanniques. Les miliciens américains ressemblent à des fermiers revenus des champs, sales et dépenaillés, selon un témoin. Mais ils savent tirer. Les batailles le démontrent, et parmi eux, un certain nombre sont des vétérans de la guerre de 7 ans. Ils élisent leurs officiers, ce à quoi Washington veut mettre fin. Sa reprise en main se traduit par des punitions, des coups de fouet pour outrage à officiers, qui se multiplient dans les camps des miliciens agglomérés en armée continentale. L'armée américaine est disparate. D'un côté, les généraux ne veulent pas de Noirs comme soldats de la liberté face à l'oppression anglaise, car cela pourrait donner envie aux esclaves de se battre pour leur propre liberté contre l'oppression esclavagiste. Mais de l'autre côté, il existe des régiments comme celui des 500 pêcheurs et marins de Marblehead dans le Massachusetts, qui mélangent blancs, noirs et indiens, chrétiens et juifs, anglophones et hispanophones. La loi du Connecticut, loi de mobilisation obligatoire dans l'armée, suscite une hostilité car elle permet aux riches d'y échapper moyennant une taxe. Lors de la campagne pour les élections à l'Assemblée de Pennsylvanie, un comité de soldats appelle les électeurs à s'opposer aux intérêts des individus immensément et exagérément riches. Pour financer l'armée, le Congrès émet du papier-monnaie, de la dette. Mais bien qu'elle soit destinée à long terme à édifier un État à leur service, les classes riches d'Amérique hésitent à financer cette guerre car leur confiance en la victoire de leurs armées est flageolante. Tout au long de la guerre, les troupes américaines auront des difficultés d'approvisionnement et les soldats ne recevront pas toujours leur solde. Le Congrès lui-même est indécis. Fin 1775, il proclame qu'il ne veut ni l'indépendance des colonies, ni la séparation d'avec la Grande-Bretagne, et il supplie le roi de revenir sur la mauvaise politique de son gouvernement. Or, la guerre continue. Les troupes américaines prennent des forts sur les lacs entre New York et Montréal, mais sont battues devant Québec et refluent plus au sud. Le Canada restera britannique. Les généraux britanniques, eux, ils essayent la manœuvre inverse, mais ils échouent à reprendre le contrôle des lacs et abandonnent finalement l'idée de soumettre la Nouvelle-Angleterre. Au printemps 1776, les troupes britanniques évacuent Boston grâce à leur marine, accompagnés d'1 millier de loyalistes en fuite. Ils débarquent à New York. L'essentiel des opérations de guerre des années suivantes se déroulera plus au sud.
La guerre propage l'idée d'indépendance chez les Américains mobilisés. Thomas Paine, un artisan anglais révolté contre le pouvoir royal et qui a immigré outre-Atlantique 2 ans auparavant seulement, écrit Le Sens commun, qui est une sorte de programme pour la Révolution. Le roi y est décrit comme la brute royale. Écrit pour le lecteur ordinaire, sans les citations latines ou grecques qui parsèment à l'époque les ouvrages rédigés pour l'élite, ce pamphlet indépendantiste se vend immédiatement à des dizaines de milliers d'exemplaires. Il est lu par encore bien plus d'Américains. Finalement, le 4 juillet 1776, le Congrès, poussé par les événements plutôt que les décidants, ratifie la déclaration d'indépendance des États-Unis, signée par les représentants de 13 colonies. Elle a été écrite par Thomas Jefferson, un Virginien propriétaire d'esclaves qui est toutefois prêt à remettre en cause les privilèges de sa classe d'exploiteurs. Mais le Congrès, sous la pression des représentants des colonies esclavagistes, supprime un quart de ce qu'a rédigé Jefferson, notamment sa charge contre les horreurs de la traite négrière, bien qu'il rende uniquement le roi d'Angleterre responsable. Il y a alors 500 000 esclaves aux États-Unis, 1/5 de la population, et pas seulement dans le Sud. Les riches marchands qui dominent le Nord ont certainement moins d'esclaves que les planteurs du Sud, quoique 14% des habitants de l'État de New York soient des esclaves. Mais c'est surtout sur leurs navires que sont transportés les Africains raflés pour devenir esclaves, et ils encaissent les bénéfices de l'abominable traite négrière. Ainsi, la déclaration d'indépendance, qui proclame qu'il est évident que tous les hommes sont égaux, cache que la nouvelle nation se bâtit sur le travail des esclaves, comme sur celui des femmes et sur les terres des Indiens. Cette période révolutionnaire comporte une lutte militaire, où la stratégie de Washington est d'éviter des batailles rangées, qui donnent l'avantage à l'armée britannique, et essaye de procéder par coups de main, un peu une guérilla, comme lorsqu'ils font sur Trenton à Noël 1776 en franchissant de nuit le fleuve Delaware. Mais cette guerre se double d'une lutte politique. Le pouvoir britannique tâche de s'appuyer sur la minorité loyaliste, pour beaucoup des privilégiés de la société américaine, mais bien qu'occupant à tour de rôle toutes les villes importantes, il ne parviendra jamais, dès que ses armées poursuivront les troupes américaines, à ce que les loyalistes puissent conserver le pouvoir sans la puissance militaire de la Grande-Bretagne. Le moral n'est pas très élevé au sein des troupes de l'Empire, qui se battent loin de chez elles, au sein d'une population hostile. Des soldats britanniques désertent et partent vers l'ouest pour fonder des fermes comme les immigrants. Il y a aussi parmi les nombreuses troupes allemandes louées au roi d'Angleterre par leur souverain, des déserteurs qui se fondent dans la population américaine. À partir de 1778, la guerre change d'échelle avec l'intervention de la France et de l'Espagne aux côtés des Américains. Ces puissances rivales de la Grande-Bretagne y voient l'occasion de venger leur défaite lors de la guerre de 7 ans. Et l'armée britannique, qui n'arrivait pas à vaincre l'armée américaine sur terre, va perdre sa supériorité navale. Et en 1781, elle perd définitivement la guerre quand sa principale armée, assiégée à Yorktown, en Virginie, capitule. La guerre se solde par 25 000 morts côté américain, soit 1% de la population totale. Mais la fin de la guerre n'est pas la fin de la lutte entre les riches et les pauvres. À Philadelphie, où une importante inflation sévit, jusqu'à 45% en un mois, les classes populaires veulent un contrôle des prix. Et les marchands profiteurs de guerre n'en veulent pas, évidemment. Ils s'affrontent dans l'Assemblée de Pennsylvanie, mais aussi dans les rues. En octobre 1779, de nombreux miliciens se rassemblent et attaquent le domicile d'un riche marchand. Il y a 6 morts, dont 5 parmi les assaillants. Il y a indéniablement au sein de cette révolution bourgeoise une poussée égalitariste des classes populaires que craignent le Congrès et les généraux américains. Le jour de l'an 1781, des soldats de Pennsylvanie qui n'avaient pas été payés depuis des mois dispersent leurs officiers, tuent un capitaine et marchent sur le Congrès qui siège à Philadelphie. La mutinerie est enrayée de justesse par Washington, qui paye les arriérés des soldes, donne des permissions et permet le retour définitif d'une partie des soldats dans leur foyer. Au moment de la démobilisation des troupes américaines, les soldats espèrent toucher une prime. Le Congrès leur donne à la place des certificats de bonne conduite, sorte de papier-monnaie qu'ils sont supposés pouvoir échanger contre de l'argent en revenant chez eux, mais que les spéculateurs leur achèteront à 1/10 ou même à 1/20 de leur valeur.
À l'issue de toute cette période de lutte politique, qui s'étale sur une quinzaine d'années, les gagnants de la Révolution sont les planteurs esclavagistes du Sud et surtout la bourgeoisie marchande du Nord, qui s'empare du pouvoir politique. Des profiteurs de guerre se sont enrichis grâce aux fournitures nécessaires aux armées qui se combattaient. Des bourgeois ont racheté à bas prix des terres et possessions confisquées aux riches loyalistes, obligés de fuir avec le départ des troupes britanniques. Le nouveau pouvoir s'organise avec les articles de la Confédération. Le poids respectif de chaque État au niveau fédéral est proportionné à sa population. Toutefois, les esclaves, qui n'ont aucun droit dans le nouveau pays, comptent pour 3/5 des hommes libres, ce qui accroît la puissance politique des États dirigés par les grands propriétaires d'esclaves. Les plus grands États, la Virginie et New York, qui voulaient s'étendre sans limite vers l'ouest, acceptent un compromis avec les petits États, Rhode Island et le Maryland sur la côte atlantique. C'est une manière de donner des espoirs aux pauvres, car les terres du nord-ouest, prises sur la France auparavant, et maintenant sur l'Angleterre, deviennent propriété fédérale avant d'être données aux colons, à qui il est promis de former de nouveaux États avec les mêmes droits que les 13 États originaux. Le plan d'expansion territoriale des États-Unis est ainsi posé, avec la promesse de terre pour ceux qui en sont privés à l'Est, ce qui va constituer un puissant dérivatif aux conflits sociaux. Quelques années plus tard, l'élan progressiste que les années révolutionnaires avaient impulsé en matière de droits des femmes, d'abolition de l'esclavage, de gouvernement responsable devant les électeurs, jusqu'à des projets de réforme pénitentiaire, est freiné par les bourgeois et les esclavagistes qui se partagent le pouvoir. Craignant les rébellions, comme celle qui éclate chez les fermiers endettés du Massachusetts, au moment où les délégués se réunissent pour élaborer la Constitution américaine, ces privilégiés façonnent le nouvel État qu'ils qualifient de démocratie américaine, en limitant ce qu'ils appellent les excès de la Révolution. Mais ils n'ont pas pu faire oublier que pour que le pouvoir de ces classes exploiteuses s'affirme, et pour que cette révolution fondamentalement bourgeoise triomphe, il a fallu que les masses exploitées en soient le moteur. Et que cela plaise ou non aujourd'hui à Trump ou à ses acolytes, les États-Unis sont nés d'une profonde révolution populaire.